Donc moi, je vais d'abord vous dire merci. Enfin, je vais dire merci à beaucoup de monde. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je vais d'abord, bien sûr, remercier les partenaires, nos amis belges, le FNRS, l'Université libre de Bruxelles, le laboratoire donc, de Sabrina, le Félix, mais aussi plus près de chez nous, l'UEB, l'Université européenne de Bretagne, l'Université Bretagne Sud, qui nous accueille bien sûr, la composante de l'UFR, l'Aiglande Sciences humaines et sociales, mon laboratoire, le CERIO, sans qui nous n'aurions rien pu faire, et bien sûr avec le soutien de Lorient Aglo. Et j'ai un remerciement tout particulier à faire à Thérèse Thierry, qui m'a facilité en plus la prise de rendez-vous au ministère de la Défense et qui a peut-être changé tout pour Tiaroy. Et comment pourrions-nous fonctionner sans les services techniques, la logistique, Régis, Eugénie, l'ensemble du SPLM? Il y a aussi ces mains d'orfèvre pour préparer justement le plateau ici où nous sommes avec toute la technique audiovisuelle, Claudine, Benoît, Clément, Olivier à la caméra, qui renouvelle 4 ans après après le colloque sur Germaine Tillon. Merci à vous. Et quel intérêt de faire un colloque si le public pour échanger n'est pas présent? Alors merci à vous d'être venus. Je sais parfois de très loin, de Bordeaux, pour certains. Et en fait, vous êtes notre soutien. Si vous êtes là, ce n'est pas par magie, mais parce que Marianne Jaouen de la Société Les Chahuteurs, comme pour le colloque Germaine Tillon, a su retranscrire ce que j'avais dans mon cerveau pour vous atteindre, vous faire comprendre que votre place était bien là. Mais ils sont bien pâles, mes remerciements pour Marianne, comparés à tout ce qu'elle a déployé comme talent. Vous avez été accueillis par une bannière, Tiaroy 44, dont on doit la conception à Violaine Dejoie-Robin, qui est ici, avec qui j'ai fait ce documentaire « Oublié et trahi » il y a plus de 10 ans. Et nous avions abordé déjà l'histoire de Tiaroy, mais nous devons changer la fin maintenant. D'ailleurs, nous cherchons de l'argent pour pouvoir recommencer la fin de ce documentaire. Merci à Violaine pour ta ténacité, car elle a donné du fil à retordre, cette bannière. Elle a failli blesser des étudiants tellement elle était grande au départ. Et cette bannière donc, a été créée par Marcel Christophe Coulombe-Maléane, qui donc, a été créée à Dakar, et que nous avons invité à venir jusqu'à nous, mais malheureusement, il n'a pas pu se déplacer. Et vous avez bien sûr remarqué l'exposition d'Hervé de Villancourt, qui est déjà venu à la rencontre des étudiants de l'UBS, mais dans l'autre bâtiment, il y a plusieurs années. Ce colloque ne pouvait se tenir sans cette mémoire des tirailleurs, avec cette émotion que distille de si belle manière Hervé. Merci à toi, mais je crois qu'il n'est pas encore là. Voilà. Vous lui transmettrez, hein, quand vous le verrez. Vous direz que je ne l'ai pas oublié. Hein. Et sans vous, intervenants qui venaient parfois de si loin, de Chine, des États-Unis, du Brésil, il devait aussi, voilà, d'Angleterre. Hein, il n'y aurait pas de colloque sans vous non plus. Merci pour cet engagement à venir jusqu'à Lorient, partager vos connaissances et je crois que par votre présence, ce colloque aussi fera date. Et j'ai une pensée aussi tout particulière pour ceux qui n'ont pas pu venir. Nous avons eu 3 défections pour cause de maladie, dont un pour un accident grave de circulation. Et puis un problème de visa. On aurait pu en avoir beaucoup plus de problèmes de visa, mais bon, il y en a qui s'est pris un peu tardivement, donc on n'a pas pu faire de miracle. Et comment aurais-je pu y croire et continuer sans la rigueur, l'aide indéfectible de Marie-Laure pour toute la gestion. Et Marie-Laure, donc, c'est notre pilier. Et vraiment, je crois que pour des personnes qu'on ne voit pas souvent sur les tables, mais qui sont très, très actifs, dynamiques et redoutablement efficaces lors de la préparation des colloques. Je dois aussi remercier la compagnie de théâtre Plateau en toute liberté qui a relevé ce défi improbable d'associer
la création artistique et la recherche. Donc nous les verrons, nous les rencontrerons ce soir. Et je voudrais aussi que nous remercions tous ensemble les étudiants en troisième année de la licence Action sociale et santé, Ambre, Pauline, Anne-Gaëlle, Tiffaine, Merwan, Giovanna, Héloïse, Aurore, Rodolphe, Romain, qui, sous la tutelle exigeante, professionnelle et bienveillante de Marianne Jaouen, ont assuré la communication, blog, presse, diffusion, l'accueil des intervenants, la préparation de la super sacoche souvenir de Bretagne avec des petites surprises improbables. Et grâce à vous, je peux donc, chers étudiants, je peux donc démarrer ce colloque avec énergie. Donc merci à vous, merci à tous. Et voilà, maintenant nous pouvons démarrer le colloque. J'y vais. Tu vas? Ah oui, je parle un petit peu. Oui, je parle. Oui. Non, mais là, je parle de Tiaroy maintenant un peu. Hein. Après, on va rentrer dans le sujet. Enfin, on va rentrer. Donc, voilà. Je vais donc vous parler de Tiaroy, mais Sabrina, tu m'arrêtes quand je dépassais le temps, parce que j'ai pas le timing. Ok. Tu prends combien de temps? Ah non, pas, non, 10 minutes. Ah oui, ça va. Ça ira. Bon. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Tiaroy, qui est donc le fil rouge de ce colloque. Et évidemment, nous n'avons pas choisi cette date par hasard, car nous avons voulu nous rapprocher le plus possible de cette date du 1er décembre, qui est la date anniversaire du massacre de Tiaroy. Que ce soit Sabrina, Martin et moi-même, nous avons ressenti aussi le besoin de lever la tête du guidon et d'élargir nos questionnements sur d'autres aspects, d'autres méthodes, et surtout de rencontrer, d'échanger, d'avancer dans la connaissance pour mieux transmettre aussi. Alors, ce jour inaugural là, de notre colloque, qui se situe à la croisée de plusieurs disciplines, il est confronté, ce colloque, à l'actualité et aux politiques, et j'en assume la pleine et entière responsabilité d'historienne. À l'heure où je vous parle, France 24 diffuse un reportage sur Tiaroy. Et le CRAN, qui est le Conseil représentatif des associations noires de France, il y a une conférence de presse à Paris. Et simultanément, normalement, une conférence de presse se tient à Dakar, à l'initiative des personnalités sénégalaises, initiative qui en revient beaucoup à Djibril Ndiaye, ici présent, qui a largement contribué aussi au lancement de la pétition soutenue par le CVUH, le Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Le CRAN va donc déposer plainte au pénal pour meurtre ou disparition inquiétante et demande la révision concernant Antoine Habibou. Yves Habibou, donc son fils, est à Paris, aurait dû être avec nous, mais il nous rejoint ce soir. La presse nationale s'est fait l'écho de cette impérieuse nécessité de rendre justice à ces hommes de Tiaroy. La presse nationale, avec l'Humanité dimanche, le week-end dernier, La Croix, aujourd'hui, la presse régionale, bien sûr, au Ouest de France, il y a 2 ou 3 jours, le Télégramme, aujourd'hui. Hier, j'ai diffusé un article sur Mediapart, mais un article sur l'éthique et les historiens. Je vous encourage à le regarder. Et voilà, et ce n'est pas fini. Mais de quoi s'agit-il donc? Donc, je vous présente des photos derrière moi parce que parmi ces hommes que vous voyez, certains sont certainement morts à Tiaroy. Donc, jusqu'à présent, Tiaroy est le plus souvent présenté comme une mutinerie et une rébellion armée d'ex-prisonniers de guerre ayant nécessité une riposte armée des troupes coloniales. Ces ex-prisonniers avaient passé 4 années de captivité dans les Frontstalag, donc les camps de prisonniers situés à l'extérieur des frontières du Reich, en métropole, à travailler pour le plus grand nombre en Arbeitskommando. C'était le premier contingent de tirailleurs dits sénégalais libérés par les Alliés ou les forces françaises de l'intérieur à rejoindre l'Afrique occidentale française où ils devaient être démobilisés.
Le bilan officiel retenu à ce jour de cette mutinerie est de 35 morts, 35 blessés et 34 condamnations. C'est la banale recherche d'un télégramme reçu le 18 novembre 1944 à Dakar, cité mais introuvable dans les archives, qui a déclenché un doute sur la présentation officielle de l'événement, renforcé par l'impossibilité de trouver les circulaires qui permettaient de connaître les droits de ces rapatriés. Suite au discours de François Hollande à Dakar en octobre 2012, avec sa promesse de restituer les archives au Sénégal, c'est donc le 30 que ça va se faire, officiellement maintenant, j'ai repris la fouille d'archives à zéro, mais avec ce regard différent et cette interrogation qui s'avère aujourd'hui juste, et si les rapports des officiers étaient mensongers? Bon, je vais passer sur... parce que pour en arriver là, et j'ai dû confronter tous les rapports pour parvenir à faire émerger les incohérences, consulter les dossiers individuels de presque tous les officiers qui étaient concernés par le drame de Thiaroye. J'ai essayé de retrouver les familles des officiers, j'ai essayé de retrouver les familles des condamnés pour essayer de faire émerger, de m'approcher le plus possible de cette vérité. Je suis partie à Londres aussi, où je me suis donc... où j'ai découvert des informations extrêmement importantes. Et après avoir sollicité une première fois le ministre de la Défense, ça a été salutaire parce que grâce à lui, il a fait activer les services qui ont réussi à trouver une circulaire extrêmement importante et les 5 premiers dossiers des victimes de Thiaroye. Donc nous avançons et nous avons fait des grands pas. Thiaroye, c'est quoi aujourd'hui? À la suite de ces recherches, il est désormais établi que ces ex-prisonniers de guerre originaires de l'AOF ont été spoliés de leur appel de solde, de captivité quand ils sont arrivés en AOF. Et pour faire taire les revendications légitimes, les autorités ont décidé de les massacrer par des automitrailleuses. Pour couvrir la spoliation, le ministère de la Guerre a fait croire, via une circulaire officielle, que ces hommes avaient perçu la totalité de leur solde avant l'embarquement en métropole. Pour camoufler le massacre et faire croire que les mutins étaient armés... pour camoufler le massacre prémédité, les officiers ont reçu pour ordre de rédiger leur rapport afin de faire croire que les mutins étaient armés de mitraillettes et qu'ils avaient tiré les premiers, d'où la nécessité d'une riposte armée lourde. Les armes automatiques du service d'ordre ont tiré sur des hommes sans défense qui avaient réclamé leur juste droit. Parmi les survivants, des meneurs ont été désignés pour être traduits devant la justice avec comme acte d'accusation désobéissance, outrage, rébellion armée. Les condamnations étaient pour certains lourdes, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, avec dégradation militaire et interdiction de territoire pour un crime non seulement qu'ils n'ont pas commis, mais qui a été inventé pour couvrir la spoliation de leurs soldes et le massacre. Devant un tel constat, quelle est la responsabilité de l'historienne que je suis? Doit-il se contenter d'écrire dans les revues scientifiques? Au contraire, son devoir n'est-il pas d'alerter les plus hautes autorités et d'exiger d'elles la réhabilitation pleine et entière de ces tirailleurs? J'ai pris, non pas le risque, mais c'était mon devoir d'alerter les plus hautes autorités. J'ai donc adressé en mai 2014 une synthèse de mes recherches au président de la République, au ministre de la Défense, au secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, ainsi qu'à la garde des Sceaux, au ministre de la Justice. Et c'est donc en septembre 2014 que j'étais reçue par le conseiller pour les discours, la mémoire, la culture et la recherche, avec un coup de pouce de Thérèse Thierry, cabinet de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui, au vu de mon argumentaire, a reconnu le massacre en lieu et place d'une rébellion armée. Quant à la spoliation, elle n'est que trop évidente maintenant depuis que nous avons retrouvé circulaires et télégrammes. Donc s'il n'y a pas eu de rébellion armée, c'est que ces hommes ont été accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Et j'ai été reçue par le conseiller chargé des affaires pénales au ministère de la Justice, et depuis nous sommes très nombreux à attendre la décision de la garde des Sceaux quant à la saisie de la commission de révision près de la Cour de cassation. Outre le mensonge d'État, mes recherches ont permis de déceler que des historiens, peut-être pour sauver l'honneur des officiers compromis à Thiaroye, ont volontairement dénaturé les faits afin de renforcer la rébellion armée et la désobéissance des rapatriés. Mais en essayant de sauver l'honneur des officiers, ils ont sali la mémoire des soi-disant mutins.
Dans le monde des historiens, l'appel à la justice pour des raisons qu'il faudrait peut-être analyser relève presque du crime de lèse-majesté. Je ne parle pas ici des débats autour des témoignages d'historiens pour le procès Papon, par exemple, mais quand l'atteinte au fondement même du métier d'historien est perceptible. Julien Fargetas a adressé une lettre ouverte au président de la République en juillet 2014 pour dénoncer mon travail partial, mes conclusions hâtives et hasardeuses. J'ai décidé de déposer plainte pour diffamation publique. Je suis en quelque sorte la révisionniste, en ce sens que j'ai mis en cause l'histoire officielle. Et le négationniste, c'est celui qui m'a attaqué pour se protéger. Mais un historien expliquant justement qu'on ne peut pas faire l'histoire en suivant un objectif fixé au détriment de toute objectivité et qui se fait attaquer pour avoir osé s'approcher au plus près d'une vérité historique qui apparemment dérange, car il s'agit bien d'un mensonge d'État, que peut-il faire d'autre que d'alerter et d'espérer que la justice passe? Pourquoi donc que toute cette histoire m'arrive? Pourquoi me suis-je retrouvée dans des cabinets ministériels, a expliqué Thiaroye? Tout simplement parce que je suis historienne, que je me suis rapprochée de ces grands hommes et aussi des officiers, mais avec une exigence éthique très marquée du fait de mon premier métier d'assistante de service social. Désormais, pour le massacre de Thiaroye, c'est au pouvoir politique de prendre ses responsabilités. François Hollande va tenir un discours sur Thiaroye le 30 novembre avec le président sénégalais en marge du sommet de la francophonie, avec la remise officielle au Sénégal des archives numérisées. Il dit toutes les archives numérisées. C'est que 2 malheureux petits cartons, les plus importants ne sont pas encore numérisés, je tiens à le signaler. Où Thiaroye figurera donc dans cette exposition en bonne place. Vont-ils prendre en compte ce souci de vérité ou adopter un statu quo qui sera dommageable pour l'histoire de Thiaroye, l'histoire avec un grand H? Réponse donc d'ici quelques jours. Et je rêve de voir à Morlaix et à Thiaroye, peut-être, une belle statue d'Ousmane Sow, ce sculpteur sénégalais, qui pourrait nous rejoindre enfin, et l'histoire serait dite. Je vous remercie et je laisse la parole à Sabrina. Voilà, alors ma contribution, ce sera d'abord de vous parler de ce colloque comme étant l'histoire d'une rencontre entre une historienne et une chercheuse en littérature, dont le point commun était donc les recherches sur les événements de Thiaroye. J'ai reçu un email d'Armelle Mabon un 21 décembre 2011, où elle m'informait qu'elle avait lu mes articles sur Thiaroye. Moi, j'envisageais quelques-unes des représentations littéraires et cinématographiques de l'événement. Et elle m'informait aussi que certaines erreurs historiques que véhiculaient ces œuvres n'étaient pas sans nuire in fine aux victimes de la répression. Et là, en l'occurrence, parmi les erreurs historiques, elle pointait en particulier le fait que ces prisonniers reviendraient d'Allemagne et qu'ils seraient en possession de marques. En tout cas, je connaissais les travaux d'Armelle Mabon et son email a provoqué beaucoup de surprises parce que je me disais que c'était chouette qu'une historienne puisse s'intéresser à des travaux littéraires et ça a provoqué beaucoup de joie aussi. Mais j'étais à la veille d'accoucher de mon petit garçon. Et donc j'ai répondu à Armelle 3 mois plus tard en lui faisant part que je n'étais pas au courant de cette erreur concernant les marques, que mon point de vue littéraire consistait à tenter d'expliquer les erreurs qui étaient dans les textes par des critères plutôt esthétiques, j'y reviendrai, mais qu'en tout cas ce dialogue entre historiens littéraires m'intéressait et que j'aimerais que commence à ce moment-là une collaboration et qui a pris la forme de l'invitation d'Armelle à une séance dans un séminaire de recherche qui traitait donc de l'erreur historique et où nous avons dialogué en particulier donc sur les œuvres de Thiaroye en donnant chacune notre point de vue d'historienne pour Armelle et de spécialiste de littérature pour ma part. Et ensuite, suite à cette séance, Armelle a proposé que nous fassions un colloque qui, en partant de Thiaroye, pourrait s'étendre à d'autres massacres dans les mondes coloniaux et surtout qui aurait comme approche une approche interdisciplinaire. Je crois que c'était quelque chose aussi qui nous tenait à cœur.
Ensuite, Armelle m'a mis en contact avec Martin, qui est plutôt, lui, anthropologue, Martin Moore, que j'ai donc pu rencontrer. Et je dois dire que ces échanges m'ont aussi permis de nourrir en fait un livre que j'étais en train de préparer sur Tiaroy, qui était le résultat d'une recherche que j'avais effectuée à l'Université du Texas à Austin, et ce livre donc qui a pu paraître en juillet dernier. Mais au-delà des personnes, ce sont aussi des institutions qui ont pu être rapprochées et qui ont permis l'organisation financière de ce colloque. Et ici, je tiens personnellement à remercier l'Université libre de Bruxelles, en particulier le rectorat et la faculté de philosophie et lettres, ainsi que le FNRS en Belgique pour leur aide, pour leur soutien financier. Je voulais juste préciser que Université libre de Bruxelles, libre ne signifie pas ici catholique. Au contraire, en fait, puisque c'est une université qui prône le libre examen et qui a été justement créée en 1834 en réaction avec ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire des universités catholiques en Belgique. Donc c'est un peu une réaction contre le catholicisme universitaire, dans l'université. Alors moi, je voulais juste revenir sur l'axe 2 du colloque, qui s'intéresse aux interactions entre historiographie et fiction. Et je pense que cette problématique des interactions entre historiographie et fiction dépend certainement de la posture de celui ou de celle qui s'intéresse, qui va poser la question, et particulièrement par rapport aux fictions historiques. Puisque, comme le souligne l'historien Christophe Pomian, les fictions historiques sont profondément ambiguës. D'une part, elles invitent leurs lecteurs à contrôler leur adéquation à la réalité extratextuelle passée dont elles traitent, mais d'autre part, ces fictions historiques restent le produit d'une imagination créative. Alors, en tant qu'historien, je suppose que l'on cherche ce que ces fictions historiques, comment ces fictions historiques entrent en adéquation avec le réel passé, et que vous êtes animé d'un souci de falsifiabilité ou de vérifiabilité. En tant que spécialiste de littérature, donc comme je le disais tout à l'heure, on a certainement plus d'intérêt pour des questions d'ordre esthétique. Alors qu'est-ce que j'entends par esthétique ? Il s'agit ici de prendre en compte la fabrique de l'œuvre et non pas de porter sur les œuvres un jugement axiologique, donc un jugement de valeur. Alors comment s'intéresser à cette fabrique de l'œuvre ? C'est prendre en compte l'économie, l'économie interne de l'œuvre, comment est-ce qu'elle fonctionne par elle-même, mais aussi, c'est certainement aussi s'intéresser à comment cette œuvre s'intègre dans une tradition, dans une généalogie littéraire, culturelle, et donc montrer comment cette œuvre peut résonner, entrer en résonance avec des œuvres précédentes ou avec des œuvres qui lui coexistent. Mais je pense que quelle que soit la perspective, qu'elle soit celle d'historien, de littéraire ou d'anthropologue, nous sommes tous concernés par des questions d'ordre éthique. Pour l'historien, sans doute que rétablir les faits historiques, comme le montre le travail d'Armelle sur les événements de Tiaroy, ne relève pas que d'une démarche épistémologique. Elle s'accompagne d'une action concrète dans le monde, comme elle l'a dit. Pour les littéraires, s'intéresser à l'éthique, c'est aussi se demander, s'interroger sur la visée des œuvres littéraires qui concernent un événement historique. Pour Tiaroy et pour d'autres œuvres, la dimension éthique est d'ordre mémoriel. Ces œuvres sont là pour garder le souvenir, pour ne pas que les événements sombrent dans l'oubli. Ces œuvres ont une autre dimension qui est une dimension contestataire. Souvent, elles sont une critique du discours officiel. Elles sont aussi une critique de la société en général et une volonté de créer un lien entre le présent et le passé, dont on espère qu'on ne reproduira pas les erreurs. La dimension éthique des œuvres fictionnelles qui traitent d'événements historiques relève aussi de l'heuristique. D'après Pomian, toujours cet historien, les fictions ne sont pas des instruments inertes dont l'histoire puisse être débarrassée sans rien perdre. Elles jouent un rôle heuristique. Les prolongements ou les variations imaginaires des données de la connaissance engendrent de nouvelles questions, conduisent à remettre en cause des acquis qu'on croyait incontestables, suscitent des controverses qui peuvent s'avérer fécondes. Les fictions historiographiques
participe donc pleinement à l'élaboration de la connaissance du passé en contestant les acquis d'aujourd'hui. Mais la connaissance que nous apportent les fictions historiques n'est pas que de l'ordre du savoir. Selon Bouvresse, cette connaissance est de nature éthique, voire morale. Dans la connaissance de l'écrivain, le philosophe déclare « La connaissance que nous apporte la littérature n'est pas, comme celle de la science théorique, propositionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de l'ordre du vrai ou du faux. Cette connaissance a un rapport direct avec la question du savoir comment nous pouvons ou devons vivre. Nous avons besoin de la littérature et de toutes les formes culturelles pour étendre notre imagination et notre sensibilité morale et améliorer ainsi notre aptitude au raisonnement pratique. La littérature constitue donc un laboratoire d'expérience où le lecteur peut éprouver les sensations et les sentiments qui font d'un être humain une victime, mais aussi un bourreau. Voici dressées donc en quelques mots les grandes lignes qui vont traverser ce colloque, en tout cas en partie, dont nous aurons l'occasion donc de discuter tout au long de ces 3 journées. Je vous remercie tous d'être là et je vous souhaite donc la bienvenue. Merci. Bonjour à tous, je vous remercie également d'avoir fait le déplacement et d'être présent ce matin et pendant les 3 jours que vont durer ce colloque. J'ai la tâche plus difficile de parler après Armelle Mabon et Sabona Parent, qui ont déjà dit beaucoup de choses, donc j'espère que je ne vais pas répéter ce qu'elles ont dit. Je vous remercie très sincèrement et devant tout le monde de l'invitation et de cette collaboration. Alors, moi, j'ai soutenu la semaine dernière une thèse qui a été soutenue en histoire et en anthropologie qui s'appelle « De Gorée, on aperçoit l'île de Thiaroye, on aperçoit l'île de Gorée, histoire, anthropologie et mémoire d'un massacre colonial ». Et mon point d'entrée a été de faire un petit peu l'histoire de la mémoire de Thiaroye, donc de voir comment ce passé avait pu être mobilisé depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui dans la société sénégalaise. Et qu'est-ce qu'il signifiait aujourd'hui. Par rapport à l'actualité qu'évoquait Armelle, moi, mon point d'entrée, ça a été très, très clairement la loi de février 2005 sur le rôle positif de la colonisation en France. Et ça a été un petit peu une réaction épidermique, j'ai envie de dire, d'un jeune face à un retour d'un passé, en tout cas à la négation de ce qu'avait pu être la colonisation en France. C'est un discours dominant assez faux et assez brutal également. Je me suis intéressé dans ma thèse aux militants des années 1950 qui ont mobilisé Thiaroye, qui dès les années 50 mettaient en place des pèlerinages au cimetière. On retrouve ça en 1958, qui signifie un petit peu, entre guillemets, la vraie indépendance sénégalaise, où il y a une réaction à la venue du général de Gaulle. Dans les années 60-70, on a beaucoup de militants qui utilisent Thiaroye par des œuvres littéraires, et on a la chance d'avoir 2 témoins principaux ici dans cette salle. Dans les années 80, peut-être que vous connaissez, il y a un film assez célèbre d'Ousmane Sembène et Tierno Fatifay qui s'appelle Quand Thiaroye. Film d'ailleurs qui ne sera pas diffusé en France et qui est, pour des questions de censure, bien qu'il faille le dire avec des guillemets. Dans les années 80-90, on a beaucoup de rappeurs, de chanteurs qui utilisent Thiaroye. D'ailleurs, j'ai retrouvé 2 morceaux, donc on pourra les passer un peu plus tard. Et enfin, dans les années 2000, on a le président Abdoulaye Wade qui commémore l'histoire des tirailleurs et l'histoire de Thiaroye en particulier sur une dizaine d'années. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est un petit peu tombé en désuétude avec le nouveau président Macky Sall. Donc c'est des choses qu'on pourrait aborder. Ce qui m'a intéressé de manière plus générale dans Thiaroye, et je pense qu'il peut faire écho avec le colloque et avec la plupart des interventions, c'est... Bon, tous les 3, on considère que Thiaroye est en fait une porte d'entrée, un cas d'étude pour aborder une multitude de situations et d'événements historiques. C'est bien sûr la question des sources, c'est la question de la mise en récit, donc comment un événement est raconté à différents niveaux, et quelles sont les sources, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient historiographiques, que ce soit des entretiens, que ce soit éventuellement
la question ethnographique de l'observation participante, mais comment on peut retracer un petit peu ce qui a fait sens à une époque et ce qui fait encore sens aujourd'hui. Et il me semble, en tout cas, ça c'est un de mes points, c'est la question de la violence. Donc comment on a une violence de l'État colonial en 1944 qui est vraiment une violence extrême, comme l'a rappelé Armel. On tire sur des hommes désarmés à la mitrailleuse, donc je pense que ça écarte toute idée de justice, de sanction, même au sein même de l'armée, ce qui a été quand même le point jusqu'à aujourd'hui qui est soutenu par la plupart des historiens, certains historiens. La question de la violence, elle renvoie nécessairement à la question des résistances. Et je pense que ça, c'est aussi des choses qui vont traverser la plupart des communications pendant ces 3 jours. En fin de compte, voilà, c'est un petit peu à travers l'entrée mémoire qui est mon point d'entrée, c'est comment le passé est reconstruit, comment le passé est mobilisé et comment le passé fait sens aujourd'hui et comment il s'inscrit dans un présent qui est un présent forcément d'action, de lutte, de résistance. Voilà. En tout cas, ça, c'est un point qui est sûrement à discuter, mais je vais m'arrêter ici. Je vous remercie encore beaucoup d'être là. Alors maintenant, alors je vais vous raconter quand même une petite histoire qui est un regret aussi, un très grand regret. Il y a plus d'1 an, je connaissais, enfin j'avais déjà entendu parler de Jan Gilg, qui arrive là, hop, à droite, qui est donc metteur en scène, créateur de spectacles. Et dans le même temps où je cherchais toute personne qui avait eu à parler de Thiaroye, à chercher des choses sur Thiaroye, j'ai donc trouvé, comme par là, un spectacle qui évoquait donc Thiaroye. C'était donc ce spectacle À nos morts, qui est un hommage, enfin, il en parlera plus, Yann. Et donc, comme j'avais fait pour Germaine Tillon, avec une exposition et l'opérette de Germaine Tillon, que nous avons présentée avec un décalage de 6 mois, parce qu'il fallait le temps de la préparer, je pensais qu'on ne pouvait pas faire autrement avec ce colloque que de faire venir le spectacle de Jan Gilg, À nos morts, surtout que c'est le seul en France où on parle de Thiaroye. Donc j'ai demandé au Grand Théâtre de prendre ce spectacle qui aurait pu être accompagné au niveau des collégiens, des lycéens, il y avait tout un... Voilà, c'était pas de la magie que je demandais, tout était possible, mais ça a été refusé par le Grand Théâtre parce que ça ne faisait pas partie de sa programmation. C'est un théâtre municipal et nous n'y avons pas accès. J'arrête là, mais mon aparté. Donc, merci Yann de venir quand même, et on aura quand même un bout de ce spectacle, parce que là, on fait de la magie. À toi, Yann. Au préalable, on va peut-être regarder 4 minutes. Alors, vous qui essayez, nous qui essayons, enfin, vous qui essayez en tout cas de mettre de la lumière sur ces crimes coloniaux occultés, je vous demanderai le temps de 4 minutes de nous replonger un peu dans le noir. Si on pouvait éteindre, parce que la vidéo est très sombre, c'est un spectacle. C'est pas parce que Farba Mbaye est noir qu'on ne le voit pas. C'est juste que c'est sombre, voilà. C'est vraiment ces 2 lumières qui sont à éteindre, et peut-être la salle, ça dure 4 minutes. En attendant, je vais vite faire la présentation de la compagnie Mémoire Vive. J'interviendrai 5 minutes juste après le petit film. Moi, je représente une compagnie qui s'appelle Mémoire Vive, qui est une compagnie hip-hop, enfin, pour utiliser un jargon institutionnel, issu des cultures urbaines, donc issu des quartiers populaires, qui est à l'intersection entre travaux scientifiques, littéraires, et œuvres artistiques, à l'intersection entre éducation populaire, création artistique, à l'intersection entre travail amateur et travail professionnel. Voilà, une compagnie qui est inscrite intrinsèquement dans la lutte contre les discriminations, contre les racismes, et qui œuvre pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Donc, À nos morts est la première pièce de cette compagnie qui s'est créée et qui s'est donné comme objectif politique et philosophique de diffuser, de produire des œuvres sur l'histoire de l'immigration dans notre pays. Et elle a commencé, bien entendu, son travail par un triptyque sur l'histoire coloniale, dont À nos morts est la première pièce. Donc voilà un extrait du spectacle. C'est la fin du spectacle, c'est ce qu'on a appelé, nous, les coulisses de la libération.
On a mis la lumière, les projecteurs sur 2 crimes, Tiaroy et Sétif. Et Farba Mbaye, qui est un artiste qui a longtemps œuvré pour la compagnie, a donc interprété sur les images de Rachid Bouchareb le crime de Tiaroy. Je vais continuer tout de suite puisque vous êtes un peu pressé par le temps. Alors je ne vais pas revenir sur effectivement les questions de justice. Tu l'as dit plusieurs fois, devoir de vérité, réhabilitation, réparation. On s'inscrit aussi, nous, sur la dimension citoyenne. Et
effectivement, dans ce que j'appelle moi un devoir républicain, dans la lutte contre les discriminations, il était nécessaire pour nous de comprendre, parce que, je fais une parenthèse, mais on ne peut pas comprendre le crime de Thiaroye si on ne comprend pas l'esclavage, si on ne comprend pas la domination coloniale, si on ne comprend pas les géographies de la terreur, si on ne comprend pas les diasporas terrorisées, entre parenthèses, celles qu'aujourd'hui on stigmatise comme étant les diasporas terroristes. Il nous semblait nécessaire, nous, pour œuvrer à la cohésion sociale, à ce qu'on appelle le vivre ensemble et la lutte contre les discriminations, il nous semblait nécessaire de repasser par toute l'histoire coloniale et la manière dont la France a construit effectivement cet imaginaire colonial, comment elle a construit les stéréotypes qui ont permis effectivement cette grande œuvre bienfaitrice, comme le dit une certaine loi. Donc il s'agit pour nous aussi d'inscrire et de réinclure plutôt dans le récit national toutes les mémoires plurielles, toutes les histoires, de réinscrire dans le récit national toutes les composantes de la société française, de faire comprendre à la France entière, toutes ces composantes, toutes ces communautés, entre guillemets, quels sont les descendants de faiseurs de France, y compris celles qui vivent sur notre sol et qui portent les stigmates de l'indigène, du barbare, du sauvageon. Il nous semblait nécessaire que moi, qui suis blanc, descendant de colons, non pas organiques, biologiques, mais forcément historiques, je puisse considérer ces tirailleurs comme mes grands-pères, non pas biologiques, mais historiques, comme on a obligé dans les écoles de la République aux jeunes issus de ces immigrations africaines, nord-africaines, de considérer De Gaulle, Jean Moulin comme leur grand-père historique. Il nous semble aussi nécessaire pour nous de transcender cette histoire. Effectivement, la création artistique permet par le sensible de les aborder, d'aborder frontalement ces questions, mais de les transcender, de les dépasser aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire c'est qu'effectivement, nos spectacles racontent l'essentiel de notre travail et que nous travaillons, Armelle l'a dit, très peu dans le cadre des programmations officielles de saison. Nous portons, comme par magie, les stigmates de ceux que portaient toutes celles et ceux dont nous essayons de retranscrire une tranche de vie, c'est-à-dire nous aussi, parce que nous sommes issus de ces quartiers populaires, nous aussi, parce que nous portons cette sous-culture indigène, nous aussi, nous sommes victimes d'une sorte de domination culturelle, esthétique, qui fait de nous... en quelque sorte, les indigènes du ministère de la Culture. Alors, effectivement, il y a encore un grand combat à mener. Moi qui viens du secteur social et qui avait plutôt comme ministère de tutelle le ministère des Affaires sociales, de la ville, etc., en rejoignant par la création de la compagnie Mémoire Vive le ministère de la Culture, je me suis dit que j'allais trouver des gens beaucoup plus bienveillants. Et je me rends compte qu'il y a effectivement au ministère de la Culture une représentation coloniale encore très prégnante, omnipotente je dirais, et qui traverse tous les services. La première question, et je finirai là-dessus, que m'a posé le ministère de la Culture, c'est quel intérêt j'avais, moi, au lendemain des émeutes, enfin je veux dire des rébellions de novembre 2005, quel intérêt j'avais à reparler de cette histoire douloureuse, à tourner le couteau dans la plaie. J'ai dit tout simplement qu'il suffisait de nous laisser les moyens de travailler, qu'on allait expliquer à la société française pourquoi effectivement on pensait que cette histoire coloniale était en lien direct avec ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des banlieues. Voilà, je vous remercie. Merci. On va pouvoir parler alors. J'ai rattrapé le temps. Donc, c'est le temps déjà de la discussion. Donc, n'hésitez pas, justement, il faut... Ce colloque est grand public et c'est pour que nous puissions échanger avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à poser des questions, à vous poser des questions entre vous, à vous rebeller aussi si vous voulez, c'est pas interdit. Hein. Il n'y aura pas de répression. Il n'y aura pas de répression. C'est sûr. Donc n'hésitez pas, la parole est à vous maintenant si vous avez besoin d'éclairage ou même de dire que nous... Voilà. Je comprends très bien que votre spectacle, voilà, on n'est pas voulu trop le montrer. Le film qu'on a fait avec Armelle, Oublié et trahi,
n'a pas été diffusé sur les chaînes nationales. Ils en ont pas voulu, quoi. On a été diffusé sur le câble, mais c'est trop dur de reconnaître que nous avons une dette, que les Français ont une dette vis-à-vis de ces gens qui sont venus pendant la guerre, quoi. Donc on a eu le même problème. Et en fait, nous étions 3 femmes à faire ce film, la productrice, nous 2. Mais ça a été... voilà, il n'a pas été vu par beaucoup de monde. Je reviens de Marseille où on a présenté avec Mehdi Lalaoui de Mémoire Vive Production le film Poilu d'ailleurs, qui pareil a été refusé par le service public comme étant une œuvre trop spécifique, une sorte de détail de l'histoire, les Poilus d'ailleurs. Voilà. Dans combien de villes a-t-il été diffusé? Le spectacle à nos morts, il a pas mal joué, il joue depuis 2006-2007, mais essentiellement dans un cadre, dans une sorte d'entre-soi militante. Il a beaucoup joué avant l'assèchement de tout le réseau associatif issu des diasporas immigrées pendant les années Sarkozy. Mais il a essentiellement joué organisé par toutes ces associations dites communautaristes, immigrationnistes aujourd'hui on dit aussi. Mais il a joué un peu partout. Et nous attendons une réponse, un feu vert officiel de l'ambassadeur de France en Algérie pour une éventuelle tournée en Algérie, puisque tous les centres culturels français ont accepté de le faire jouer. Il a joué au Maroc, il a joué en Allemagne, il est traduit en allemand parce que des journalistes allemands indépendants de Cologne ont fait un travail magnifique qui s'appelle Der Dritte Welt in Zweite Krieg, le tiers-monde dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un travail édifiant, c'est-à-dire on se rend compte de l'eurocentrisme, la lecture eurocentriste de la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire que là, cette exposition nous fait découvrir la vraie dimension mondiale de la Deuxième Guerre mondiale et de comment des peuples qu'on appelle primaires ont été totalement exterminés parce qu'ils étaient entre deux feux et parce qu'ils ne font pas partie de la communauté humaine, je sais pas, enfin voilà. Il est aussi beaucoup joué dans un cadre scolaire. On insiste. Très peu de compagnies apprécient de jouer devant des scolaires. Peut-être, je ne sais pas trop. Nous, c'est notre priorité, c'est notre public cible. Si on vient du hip-hop et des scènes underground, si on a voulu rentrer dans les théâtres, c'était aussi pour s'adresser à cette population qu'on a appelée, nous, à un moment, vectrice de transformation sociale. Des gens qui ont quand même un pouvoir et un rôle social important dans notre société. Malheureusement, ces publics-là, ce n'est pas eux qui nous boycottent. C'est les filtres qui ont été mis en place et qui sont, comme je le disais avant, arc-boutés sur des questions purement esthétiques. Je pense que le directeur du Grand Théâtre a beaucoup de choses à redire sur l'esthétique, le parti pris de metteur en scène sur ce spectacle. Sauf qu'on avait envie de lui dire que ce n'était pas ça le plus important. C'était peut-être de considérer à un moment donné une œuvre artistique comme dans sa dimension d'utilité publique et sa dimension citoyenne, tout simplement. L'année prochaine, il sera ici, au Grand Théâtre. Est-ce qu'il a été joué à Dakar? Non, alors on était en contact avec l'administration sénégalaise, Iba Der Thiam notamment, qui était chargé de l'organisation de la journée du tirailleur. On a eu une belle lettre du ministère de la Culture, c'était sous le gouvernement Ouad, je crois. Donc on avait déjà fait nos vaccins. On avait aussi un très bon contact. On devait jouer en Côte d'Ivoire aussi, dans un stade à Abidjan. Pareil, enfin, il y a toujours des histoires politiques à un moment donné qui interviennent. J'ai aussi compris comment c'est difficile et comment il y a dans certains pays anciennement colonisés, comment les mythes nationaux se sont aussi construits dans la négation de cette histoire-là. Alors là, pour le coup, moi, j'ai envie de régler mes comptes avec mon pays d'origine, la France, mais il y a dans ces pays, j'ai fait un gros travail sur l'Algérie et comment le mythe national algérien a totalement occulté l'histoire de l'indépendantisme et du nationalisme algérien qui s'est essentiellement construit dans le milieu ouvrier en métropole, comment le mythe national algérien a occulté des femmes comme Lala Fatma Nsoumer, etc., et comment
Ils ont aussi construit leur De Gaulle à eux. Mais c'est le cas au Sénégal, etc. Donc il y a effectivement une difficulté pour nous d'aller jouer dans ces pays-là. Après, il y a aussi les leviers financiers. C'est vrai qu'il faut être le copain du copain du copain de la personne qui décide à Culture France, je sais plus comment ça s'appelle, et puis on n'a vraiment pas le temps. Donc, mais on adorerait tout simplement parce que mais ce qui nous plairait le plus, c'est de construire quelque chose sur place, artistiquement, dans une sorte d'échange et de rencontre artistique et culturelle entre la jeunesse sénégalaise et la jeunesse française, une sorte de pont entre les deux rives de la Méditerranée. Voilà, ça nous intéresse beaucoup plus. Cette remarque m'intéresse beaucoup parce que pas plus tard que la semaine dernière, à grands frais, l'ambassade de France a organisé un colloque à Dakar pour parler de Thiaroye. Non, surtout pas pour parler de Thiaroye. Hein? Surtout pas pour parler de Thiaroye. Donc, la question que tu poses est très intéressante dans la mesure où aujourd'hui, on a quand même des deniers publics qui sont mobilisés par les ambassades pour faire voyager un certain nombre de crapules qu'on retrouve à gauche, à droite, pour parler sur des sujets qui sont des sujets d'importance. Peut-être qu'une idée que je vais avancer, ce serait de mettre sous tutelle cet argent public qui est dépensé sur des questions d'historiographie importantes, c'est-à-dire au moins que ce soit soumis un peu à un débat un peu plus large, que ce ne soit pas le copain du copain qui organise le financement de telle ou telle activité en relation avec avec des questions d'histoire importantes. Bon. Je vais peut-être compléter un petit peu, mais c'est vrai que le colloque qui a été organisé à Dakar, c'était en marge du sommet de la francophonie, et c'était aussi un hommage aux tirailleurs sénégalais. Et c'est vrai qu'il y a eu pratiquement tous les historiens qui ont été invités à parler au nom de la France, parce que c'est l'ambassade de France qui organisait. Donc c'était des historiens militaires, il y avait des anciens officiers, et puis c'était comme voilà, la clique qui était rassemblée là, et qui donc il y a eu apparemment absolument une interdiction de parler de Thiaroye, alors que la conclusion c'était sur les 2 guerres mondiales. Donc on a fait un trou dans la chronologie. Voilà. Alors qu'on était au 70e anniversaire, que François Hollande allait en parler, ben, voilà, les organisateurs, le comité scientifique, ils ont dit on parle de tout, sauf de Thiaroye. Comme quoi, c'est pas encore assimilé. Et je ne suis pas certaine que 3 jours plus tard, là, dans 3 jours, je suis absolument pas certaine que François Hollande va assimiler vraiment cette histoire, alors que c'est pourtant pas compliqué. Mais les historiens aussi jouent un jeu très, très étrange. Et on voit bien comment c'est positionné. C'est que les gens qui sont invités, le ministère de la Défense, c'est la DMPA, la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives, qui phagocyte et qui donne une ligne de conduite qui se transfère au Sénégal dans ces colloques. Voilà. Mais c'est un peu dommage, quoi. Moi, là, tu parlais des vaccins que tu as fait, que tu n'aurais pas dû faire, la fièvre jaune. Moi aussi, m'est arrivé la même chose l'année dernière. On m'a invité à un colloque à Abidjan, et c'est toujours, donc c'est à Brazzaville. Et donc, je me fais ma fièvre jaune, tout ça, et en fait, j'ai été désinvitée. Et ça, moi, ils m'ont jamais prévenu. Donc, j'ai fait ma fièvre jaune, et puis, je dis, mais où est-ce qu'il dit mon billet d'avion, quand même? Alors, j'alerte quand même l'organisateur. Et en fait, ils ont pris Julien Fargetas à ma place. Rien que ça. Donc j'ai dit, bah oui, mais moi j'ai fait ma fièvre jaune, monsieur, quand même. Vous auriez pu me prévenir. Donc on est du... Voilà. Donc il faut, je crois, effectivement, à un moment donné, dire, bon, bah,
on existe, quoi. On a une parole. On fait pas des années de recherche comme ça pour nous balancer des trucs pareils, quoi. Donc il faut être rebelle, oui, il faut être un peu rebelle. Bonjour. Je voudrais savoir si la Belgique a la même problématique mémorielle vis-à-vis de son passé colonial, puisqu'elle en a un, notamment en ex-Congo belge, ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Et si oui, quels sont les problèmes mémoriels qui se posent là-bas? C'est intéressant, d'autant plus intéressant en fait qu'en tant que Belge, j'ai travaillé sur un événement français, enfin, qui concernait l'histoire de la France coloniale. Récemment, il y a une exposition là qui est en cours, qui s'appelle Notre Congo, et qui avait été créée il y a une vingtaine d'années et qui a été reprise avec un discours de distanciation par rapport à toute la propagande qui a eu lieu pour encenser l'État colonial. En fait. Elikia Mbokolo, d'ailleurs, a participé à l'élaboration de cette exposition. Il y a un colloque là qui s'est fait sur la participation de la force publique dans les guerres mondiales. Mais on a aussi là 2 historiennes qui sont présentes, qui pourront peut-être en parler davantage. En fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a des choses qui se passent, mais on reste quand même sous le coup, en fait, en tout cas depuis les années 70-75, d'une amnésie. Où, après cette propagande, justement, qui a contaminé même les milieux scolaires, etc., tout à coup, il y a, à partir des années 70-75, une espèce d'amnésie. Et en réalité, bien que je sache qu'on avait un passé colonial, c'est aux États-Unis que j'ai fait la découverte du livre d'Hochschild sur les fantômes de Léopold. Et que ce passé colonial m'est revenu, en fait, mais tardivement. Et du coup, je dis, bah oui, nous aussi, on a ce passé, nous aussi, on a ces fantômes. Et enfin voilà, vous pourrez aussi vous poser la question des historiennes qui présenteront tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a frappé dans mon parcours, c'était le passage par les États-Unis qui m'a ouverte au passé colonial français pour retomber après coup sur mon passé colonial belge. Ouais. Voilà. Peut-être juste pour compléter, alors moi je suis français, donc on a toujours l'impression que l'herbe est plus... Je suis français, donc on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'en Belgique ça se passe mieux avec le passé colonial. Sur le Rwanda, apparemment la Belgique a fait un travail de mémoire, ou en tout cas d'introspection plus important que ce qu'a fait la France avec cette histoire. Et juste pour dire que en tout cas en France, c'est pas que la question du passé colonial, mais c'est la question du passé, notamment de la Seconde Guerre mondiale, qui reste un enjeu très controversé. Donc voilà, il y a plusieurs passés qui s'imbriquent. Je ne crois pas du tout qu'en France, la Seconde Guerre mondiale est un passé problématique. Je pense qu'il y a un consensus important, mais au contraire, à mon avis, en revanche, la question coloniale a pris le relais. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui nous divisait, nous, société française, tout ce qui était dit médiatiquement dans l'histoire, etc., depuis le procès Papon étant pour moi le moment du relais précisément, s'est déplacé sur la question coloniale. C'est-à-dire que ce qui divise maintenant en France, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut dire des violences coloniales ? Qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de l'État français, de la République dans l'Empire ? Mais plus Vichy, à mon avis. Enfin. Est-ce qu'il y a d'autres ? En complément de ce que dit la dame, moi, je pense qu'un des intérêts de l'affaire de Tiaroy, outre tout ce qui a été dit, c'est que ça permet de revenir sur la période de la libération et du début de la 4e République. Et donc,
c'est encore un peu la Deuxième Guerre mondiale, parce que si Tiaroy, par exemple, si les événements de Tiaroy ont été bloqués par la censure, c'est bien parce que la France était en guerre aussi. Hein. Et je crois que la séquence de la libération et de 44-45, dans laquelle il y a une alliance entre De Gaulle et le Parti communiste, l'épisode du blanchiment qui précède Tiaroy, et puis après la question du statut et de la nationalité, de la citoyenneté des combattants africains de l'armée française, et de façon générale de ceux qui étaient originaires des colonies, c'est un pan de questions qui est très important à explorer. Ça n'empêche pas que je suis d'accord aujourd'hui que c'est plutôt la question du retour sur le passé colonial qui divise aujourd'hui en France, mais il y a une séquence intéressante, à mon avis, là, et qui est liée aussi au présent, parce que moi, je suis frappée par ce que vous avez dit, par exemple, sur le lien qu'il peut y avoir avec 2005, où on sait aussi, par ailleurs, que la question des tirailleurs sénégalais, elle est revenue dans le présent français au moment du mouvement des sans-papiers. Et donc la question le lien entre passé et présent et ce moment libération, 4e République, fin de l'Empire, etc., c'est lié au présent aussi sur la question de qui fait partie de, alors on va appeler ça le pays, la nation, qui est qui, quoi, et qui est compté comme qui. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut peut-être creuser un peu dans ce sens-là. C'est un sujet extrêmement important, et en tout cas que nous, on essaie de soulever dans les discussions et dans les débats qu'a par exemple le ministère de la Ville dans les dispositifs qu'il imagine dans sa politique à l'égard des quartiers populaires et notamment de ces communautés-là, le poids de l'histoire. Césaire parlait de la psyché du colonisé. Il y a des liens qui se font très consciemment d'une partie de cette jeunesse qui connaît l'histoire et qui sait de quelle histoire elle est issue et de quelle géographie de la terreur elle est issue. Et puis ensuite, il y a tous les processus inconscients de l'histoire qu'on porte, du regard qu'on subit, etc. Donc je pense que au-delà de la question, même si elle est fondamentale et centrale du devoir de vérité, il y a la question de la cohésion sociale et de la question de qu'est-ce qu'on fait et comment la France considère une partie de ses enfants. Qu'elle ne considère pas, même si elle le disait à leurs grands-parents, vous êtes les enfants de la mère patrie, qu'elle ne considère pas réellement par ses attitudes, par ses dispositifs, par ses stigmatisations, comme véritablement les enfants de la République. Le discours de notre ancien président, ou sa gaffe, ou sa volonté sur la filiation culturelle de Rachida Dati, par exemple, sur c'est parce qu'on est enfant d'Algérien qu'on est bien au ministère de la Défense, son discours à Dakar, etc. Tout ce que moi je vois encore dans les yeux, dans les discours de l'institution, c'est symptomatique de comment on ne s'est pas encore détaché de ces reproductions-là et de ces schémas coloniaux dans notre rapport à l'autre. Oui, bonjour, Simon Imbert-Vière. C'est juste plus que... il me semble qu'il faut dissocier les choses. Il me semble qu'à l'intérieur de la communauté des historiens sur la question coloniale, il y a quand même un travail important qui a été fait depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, avec tout le retour là-dessus, et qu'il y a, à l'intérieur de la communauté scientifique, il y a quand même beaucoup d'accords, tant en France que chez les historiens qui travaillent dans les anciens pays colonisés. Mais c'est plutôt les enjeux et les débats importants, ils sont à l'intérieur de la société française sur la signification de cette histoire-là. Mais pas tellement, je les sens moins à l'intérieur de la communauté scientifique. C'est pas la même situation que ça a pu être pour la Seconde Guerre mondiale à une époque où la communauté scientifique était extrêmement divisée là-dessus. Je le sens pas très fortement, moi en tout cas, dans mes contacts personnels, j'ai l'impression qu'on est assez d'accord sur ce qui s'est passé quand même. Bon, on va de toute façon faire une pause, mais enfin, je ne dois pas être la seule concernée à avoir quand même, sur l'histoire coloniale, sur cette période justement au moment de la libération, Sétif, etc., je ne pense pas que chez les historiens, il y a un consensus général. Ou alors je suis vraiment
un cas si à part. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non, et puis, bon, je n'ai pas encore eu beaucoup de recul parce que je vis dans quelque chose qui est un peu ébouriffant actuellement, mais que je vais essayer d'analyser. Mais je pense que non, les historiens je préfère ne pas dire grand-chose en ce moment sur ça. Je crois surtout ça. C'est linéaire. Le plus souvent, je ne vais pas faire une pub, mais voilà, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de débat, justement. Et quand on parle qu'il y a de la polémique, il n'y a pas de polémique. C'est pas vrai. Enfin, c'est un truc creux pour l'instant. Pour ce que j'ai vécu, moi. Mais je ne dois pas être la seule, c'est pas possible. Donc je propose qu'on fasse une pause, café, et puis parce que c'est l'heure.